le début de ce que nous sommes, le début de la réalité antillaise, commencerait avec la cale, le bateau. Oui. Et très souvent dans tes poèmes, tu as de grands ressassements de la cale, du bateau. Pas seulement dans les poèmes, dans les romans aussi, et même dans les essais. Parce que le poétique de la relation commence par la barque ouverte. C'est le premier chapitre de poétique de la relation, la barque ouverte, qui est l'expérience du gouffre pour nos communautés. Le gouffre du bateau, de la cale du bateau, et le gouffre de la mer dans laquelle on jetait les morts et même les vivants avec des boulets à leurs pieds quand on voulait échapper aux frégates anglaises. Et cette expérience du gouffre, du double gouffre, le gouffre du bateau et le gouffre de la mer, et aussi du gouffre de l'inconnu qui terrifie. C'est-à-dire à aller vers quelque chose qu'on ne sait pas être. On ne sait pas ce que ce sera, cette chose. Où ce sera, ce que ce sera. On n'a ni histoire ni géographie. Bien sûr, on n'a pas non plus la technique. Mais cet inconnu, ce gouffre de l'inconnu, venant s'ajouter au gouffre du bateau et au gouffre de la mer, fait que je dis que nous autres peuples antillais, nous avons l'expérience du gouffre. Nous avons l'habitude des gouffres. Et que nous n'en faisons pas une histoire. Nous avons pas banalisé, mais nous avons déjà depuis longtemps pris le parti de nous moquer de nous-mêmes en tant qu'expérimentateurs du gouffre. La barque ouverte. Ce qui pétrifie dans l'expérience du déportement des Africains vers les Amériques, sans doute est-ce l'inconnu, affronté sans préparation ni défi. La première ténèbre fut de l'arrachement au pays quotidien, au Dieu protecteur, à la communauté tutélaire. Mais cela n'est rien encore. L'exil se supporte, même quand il foudroie. La deuxième nuit fut de torture, de la dégénérescence d'être, provenue de tant d'incroyables GN. Supposez 200 personnes entassées dans un espace qui à peine en eût pu contenir le tiers. Supposez le vomi, les chairs à vif, les poux en sarabande, les morts affalés, les agonisants croupis. Supposez, si vous le pouvez, l'ivresse rouge des montées sur le pont, la rampe à gravir, le soleil noir sur l'horizon, le vertige, cet éblouissement du ciel plaqué sur les vagues. 20, 30 millions déportés pendant 2 siècles et plus. L'usure plus sempiternelle qu'une apocalypse. Mais cela n'est rien encore. Le terrifiant est du gouffre, 3 fois noué à l'inconnu. Ici, a fait naufrage un bateau négrier clandestin. Là, exactement à 50 mètres de l'endroit où je suis, et tout du bateau a disparu. On ne sait pas son nom, on ne sait pas le nom du capitaine,
De quel port ils venaient, on ne sait pas. Et c'est vraiment le gouffre, c'est vraiment l'inconnu, c'est vraiment l'insondable qui frappe là. C'est vraiment la source absolument indéchiffrable de la provenance de la population africaine des Antilles. La traite navigue sur des gouffres, ça c'est sûr. D'abord parce que les Africains, quand ils sont emmenés ainsi, pour eux c'est le véritable gouffre. Ils n'avaient pas l'expérience des bateaux avec un ventre. Les bateaux, pour eux, c'était des pirogues à ciel ouvert. Ils ne savaient pas où on les emmenait, ça c'était le deuxième gouffre. Ils n'avaient pas l'expérience de la mer infinie, c'est le troisième gouffre, et des profondeurs de la mer. Et de ce gouffre dans lequel on les jetait souvent, enchaînés avec des boulets et des chaînes. Et c'était le gouffre. Et je crois que ce monument a réveillé quelque chose dans la pensée et l'inconscient des habitants du Diamant et de ce quartier de Lanscafar. Et je sais que Aimé Césaire, avant sa mort, il venait presque toutes les semaines ici se recueillir devant ce mémorial. Je ne peux absolument pas voyager sur l'océan Atlantique sans penser à cette espèce de piste marine au fond de l'océan, de ces dizaines et dizaines et dizaines de milliers de personnes qui ont été jetées à la mer. L'océan Atlantique représente la puissance de l'esclavagiste. L'océan Atlantique, c'est l'océan de la traite. Mais la mer Caraïbe représente la multiplicité de l'Africain et de sa descendance. La mer Caraïbe, c'est la mer de la colonisation. Et c'est pour cela que très tôt, j'ai pensé que ces phénomènes qui se sont passés dans les Amériques ont présagé les phénomènes qui se passent à l'heure actuelle dans le monde, c'est-à-dire que les cultures se combattent, se haïssent, se massacrent, s'interpénètrent, s'aiment, partagent des idées, etc., partagent des destins, se créolisent. C'est ce que je dis des deux côtés des mers et des sables, où la traite a tracé et où ces esclavages ont grandi, toute mémoire partagée est la garante que nous nous efforcerons de renverser les gouffres. Alors justement, dans votre livre « Mémoire des esclavages », on reviendra sur cet esclavage au pluriel, vous dites que, contrairement à la route de la soie, où on peut effectivement déterminer des directions, eh bien, ces esclavages ont essaimé dans le monde entier et ont été de nature différente. Oui, parce que essentiellement, vous avez l'esclavage transatlantique que l'on caractérise en disant que c'est un commerce triangulaire. Ça part des villes d'Europe, les villes françaises étant Nantes, La Rochelle, Bordeaux et quelques autres plus petites. Il y a les villes britanniques, et il y a les villes danoises et suédoises, on l'oublie, mais qui ont participé beaucoup à la traite et à l'établissement de l'esclavage. C'est un esclavage qui a intéressé la plupart des régions côtières de l'Europe et qui a intéressé aussi la plupart des régions côtières de l'Afrique, et en particulier de l'Afrique de l'Ouest. Ce commerce triangulaire n'était pas perçu par les populations européennes. Par exemple, quand on lançait un bateau négrier
c'était au milieu de l'allégresse générale. Tout le monde était content, de l'argent allait rentrer, etc. Et les gens n'avaient aucune idée de ce que ça représentait comme souffrance, comme malheur, et comme entassement de déchéance et pour des populations entières. Ce qui fait que la mémoire de l'esclavage n'est pas grande dans les pays d'Europe. Personne n'a vu effectivement dans les rues de Nantes, de La Rochelle ou de Bordeaux un esclave enchaîné. Personne. Donc les Français peuvent se demander avec raison, mais pourquoi on doit commémorer l'esclavage? Nous, on n'a rien à voir dans ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la période, l'esclavage comme entreprise a été d'une importance fondamentale pour l'émergence de la richesse française. C'est sur la base de ce commerce que les premières capitalisations, accumulations de capital se sont faites en France. Et ces accumulations de capital ont permis le début de l'industrialisation. Et ça a réglementé toute une part de la vie de l'Europe. Et par exemple, l'Espagne, qui n'a pas investi dans le commerce de traite et qui se contentait d'acheter des esclaves aux Anglais, aux Français, aux Danois, aux Suédois, eh bien, a accumulé un retard considérable en matière de capitalisation et d'industrialisation. Et ce retard, l'Espagne ne l'a rattrapé que tout dernièrement. Et c'était une longue période pendant laquelle l'Espagne était en retard sur les autres pays. Et quand on ne sait pas cela, il y a quelque chose on est un peu inhibé. Pour comprendre les fondements de notre civilisation, au fond. Oui, il manque quelque chose. Et il faut que la connaissance passe par là. Et puis, dans les Antilles aussi, les Antillais ne savent pas, parce que ils savent par la souffrance, mais ils ne savent pas parce que la mémoire collective antillaise a été considérablement racornie, rapiécée par les politiques officielles. Pourquoi parce que... On avait honte non, parce qu'il y avait intérêt à ce que les luttes, souvent très dures, que les esclaves avaient menées au moment de l'esclavage, qu'elles ne recommencent pas. Et puis il y a eu un phénomène important aux Antilles. Victor Schœlcher, qui a présidé, qui a été l'âme de l'abolition de l'esclavage en 1848 et qui a été reconnu à Martinique, à Guadeloupe, en Guyane comme un héros de l'abolition de l'esclavage. Il était vice-ministre de la Marine en France et c'est lui qui a rédigé les articles de l'abolition. C'est lui qui s'est battu pendant 20 ans pour cela. Et il s'est formé aux Antilles une sorte de schœlcherisme, c'est-à-dire un attachement à Schœlcher, qui s'est transformé en une sorte d'attachement inconditionnel à la France. Et par conséquent, ce qui avait d'abord été un instrument de libération, n'est-ce pas, le travail de Schœlcher, bien utilisé par certaines personnes, est devenu peu à peu un instrument d'effacement de l'histoire. D'effacement et de domination, n'est-ce pas? Et tout ça, il faut le refaire. Il faut avoir la connaissance, il faut rentrer dans la connaissance, et il ne faut pas entrer dans des débats, dans un pathos. Il ne faut pas faire du lamentarium, il faut faire de la recherche de la connaissance. La mémoire est innombrable, mais partagée. L'oubli est une arme sans grâce. Alors, pas de lamentarium, mais recherche de la connaissance.
Pas de manipulation de l'histoire, ni d'instrumentalisation de la souffrance. On le comprend très bien dans votre livre très politique et très historiquement argumenté que vous venez de publier. Alors, d'Anthropisme, nous avons des téléspectateurs qui lisent vos livres depuis longtemps. Et voici Sacha qui a une question à vous poser qui est au dos de cette photo. Bonjour Édouard. Ne pensez-vous pas que notre communauté regarde trop en arrière et pas assez en avant? Je ne pense pas. C'est précisément parce que nous ne connaissons pas ce qu'il y a en arrière. Par exemple, à la Martinique, on ne sait rien de l'esclavage qui s'est passé à Sainte-Lucie, à la Jamaïque, à Trinidad. On connaît bien sûr Haïti, les luttes de Toussaint Louverture, mais c'est à peu près tout. Et l'esclavage est un phénomène global. Mais il ne faut pas cette connaissance pour rester en arrière. Ça, je suis d'accord avec Sacha, il ne faut pas se complaire. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un lamentarium, n'est-ce pas? Et Fanon déjà disait cela. Fanon déjà disait « Je ne veux pas être esclave de l'esclavage ». C'est-à-dire, il ne veut pas camper à l'aveugle sur des monceaux de cadavres d'esclaves sous prétexte que c'était ses ancêtres. Il veut regarder aussi autour. Mais je pense aussi que l'esclave de l'esclavage, c'est aussi celui qui ne veut pas savoir. Il intériorise? Oui, il intériorise un refus, il dit « ça n'a pas existé » ou « c'est déjà fini » ou « ça n'avait aucune importance, moi je ne veux pas en entendre parler », etc. Et ça c'est aussi grave, parce que ça peut nourrir autant d'inhibition, autant de déséquilibre que le fait de se complaire dans une vision du passé. Moi je dis toujours, quelle est notre fonction, rôle dans le monde, à nous, petits pays? Je crois à l'avenir des petits pays. Je crois que les petits pays ont un rôle dans le monde à jouer. Et à mon avis, ce rôle, c'est le rôle du partage de ce que j'appelle la créolisation. C'est le rôle du mélange, c'est le rôle du contact et du mélange des cultures. Et ça nous vient de l'expérience de l'esclavage. Et c'est nous, et nous seuls, descendants, esclaves et descendants d'esclaves, qui l'en avons extrait. Il n'y a pas de positivité de l'esclavage. Il y a une positivité du rôle et du travail des esclaves eux-mêmes. Et c'est en ceci que nous regardons en avant. Le monde de demain ne se sauvera que par le partage des sensibilités et des intelligences. Et ça nous est donné principalement par la créolisation, le mélange et le métissage. Et l'esclavagiste, c'est celui qui refuse à toute force le mélange. Il peut accepter mon existence, mais à condition que je sois au loin et que je n'ai rien à voir avec lui-même. Eh bien, c'est là où il faut combattre et c'est là où il faut de l'avenir. Seule la différence serait universelle, et elle ne l'est que par le jeu des différents. Et toute identité d'abord ne conviendrait qu'à tendre vers l'autre. Nul lieu du monde ne peut s'accommoder du moindre oubli d'un crime, de la moindre ombre portée. Nous demandons que les non-dits de nos histoires soient conjurés pour que nous entrions tous ensemble et libérés dans le tout-monde. Ensemble encore, nommons la traite et l'esclavage perpétrés dans les Amériques crime contre l'humanité. C'est l'appel que vous avez lancé avec Patrick Chamoiseau et Wole Soyinka il y a maintenant quelques années pour la reconnaissance donc, de l'esclavage comme crime contre l'humanité. On peut dire que votre appel a été entendu, mais à quelle aune peut-on maintenant mesurer le chemin parcouru? Parce que je ne sais pas si nous sommes prêts pour autant à entrer tous libérés dans le tout-monde. Il y a eu un chemin parcouru quand même. Quand
nous avons fait cet appel il y a quand même bien, je sais pas, 7 ou 8 ans, ou 10 ans. C'était à la Sorbonne. La question ne se posait même pas de savoir ou de ne pas savoir ce que c'était que l'histoire de l'esclavage. Ensuite, la question s'est posée avec beaucoup de résistance de la part de tout le monde. Et aujourd'hui, la question se pose dans un climat d'ébullition de la pensée, d'ébullition des sentiments et d'ébullition de l'imaginaire, tant dans le peuple français que dans les peuples qui ont relevé de la colonisation française. Je parle essentiellement des Antillais et des Africains. Mais ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, c'est que plus personne n'ose dire ces histoires d'esclavage, hein, c'est de la blague, on s'en fiche, parce qu'on a vu que ça retentit sur nos modes de vie. Ça retentit sur nos modes de vie, en particulier en France. Pourquoi? Parce que des populations sont mises en contact, des Antillais par exemple et des Français, qui jusqu'ici étaient dans une ignorance complète les unes des autres. C'est-à-dire qu'on peut savoir très bien ce qui s'est passé dans l'histoire de France, mais on ne sait pas comment la colonisation s'est faite à la Martinique, à la Guadeloupe, ce qui s'est passé en Haïti, ce qui s'est passé en Guyane, ce qui s'est passé dans les Afriques noires. Et cette ignorance a entretenu non seulement les écarts, mais aussi les refoulements, les rejets. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. En fait, que le gouvernement français reconnaît cet esclavage comme un crime contre l'humanité, demande qu'il y ait un centre national pour la mémoire de l'esclavage. Bien sûr, c'est pas ça qui va régler les problèmes. C'est pas ça qui va régler tout de suite les problèmes de relations entre des populations qui jusqu'ici s'ignoraient. Mais je pense que c'est un commencement. En tout cas, c'est une révolution culturelle. Il me semble, en France, à l'heure actuelle, que cette nouvelle situation, cette nouvelle donne qui est posée maintenant. Et par conséquent, bon, c'est important et c'est maintenant que nous allons pouvoir commencer à réfléchir aux problèmes, en particulier aux problèmes d'identité. Est-ce que nous nous en maintenons à ce que nous savons des identités pures et dures, etc. Est-ce que nous, au contraire, nous allons essayer d'entrer dans une politique de la relation? Toutes ces choses-là, c'est maintenant que nous allons pouvoir en discuter de manière Est-ce qu'on peut intéressante. peut-être approfondir un peu justement cette question qui apparaît très difficile, qui est la volonté d'oubli chez les victimes ou chez les descendants des victimes, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la honte, Non, de la souffrance subie. Qu'il y ait eu quelque chose de la honte, de la souffrance subie, oui. Par exemple, j'ai été frappé qu'en plusieurs endroits de comptes rendus de traitement psychanalytique, des malades disaient je suis un chef indien, je suis un grand chef caraïbe. Ce qui était une manière de faire l'impasse sur la période d'esclavage africaine, de descendance africaine. Ils n'étaient plus des descendants d'Africains transportés en esclavage, ils étaient des descendants directs des chefs
Caraïbes qui avaient la possession de la terre avant le phénomène de l'esclavage. Par conséquent, il y avait toute cette souffrance. Mais du côté, disons, du colonisateur, la volonté d'oubli était une volonté délibérée, rusée, mais délibérée. C'est-à-dire que c'était une manière de rendre impossible toute réaction à l'ordre colonial que de dire que l'ordre colonial a toujours été bien, parfait. Bien sûr qu'il y a eu, on peut admettre qu'il y ait eu des exactions, etc., mais d'une manière générale, ça s'est bien passé, etc. Et ça, c'est délibéré. Ce n'est pas une réaction inconsciente, etc. Et je crois qu'il fallait faire l'effort de rejoindre les deux, de dire à la volonté délibérée d'établissement d'un oubli fondamental, de dire non, ça n'est pas comme ça que ça s'est passé, et de dire à la volonté inconsciente du colonisé de faire l'impasse, de dire non, nous n'allons pas être nous-mêmes tant que nous n'aurons pas assumé cela. Et c'est au moment où les deux se rejoignent que des nouvelles perspectives peuvent s'ouvrir pour, de part et d'autre, concevoir si on peut faire quelque chose en commun dans un avenir que nous pouvons envisager ensemble.